Salut, c'est Franck Taluto. Pour ce premier épisode de l'année 2022, je vous propose de voyager dans les bagages d'Alexis Ledoux. Stéphanois formé à l'AS Saint-Etienne jusqu'à ses 15 ans, il évolue depuis 18 mois aux États-Unis. On est donc revenu sur son parcours, comment il s'est retrouvé de l'autre côté de l'Atlantique, l'évolution du soccer là-bas et sa vie quotidienne sur place. Le Sud Vert numéro 27, ça commence maintenant. Salut Alexis. Salut Franck. Merci de nous accueillir chez tes parents, tout près de Saint-Etienne. Pas de soucis. On enregistre pendant ton passage ici pour les fêtes de fin d'année. Toi qui vis et joues aux États-Unis, ça faisait combien de temps que tu n'étais pas rentré ? Ça faisait 1 an et demi. Je suis parti août 2020 et pour des questions de Covid et tout ça, j'avais pas pu rentrer entre-temps. Du coup, après 1 an et demi, enfin à la maison. On va parler évidemment de ta vie là-bas, mais pour commencer, et puis pour les personnes qui ne te connaissent pas, je te propose de retracer rapidement ton parcours. Personnellement, moi je t'ai découvert grâce au site Poteau Carré. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Tu es né en 2001 et tu es passé par la préformation de l'AS Saint-Etienne, c'est ça ? C'est ça. J'ai commencé l'ASS en U8 jusqu'au moins de 15. Après, on a eu... nos chemins ont dû se séparer malheureusement avec mon club de cœur. Et après, donc j'ai fait une année à l'Olympique de Saint-Etienne chez les voisins. Et après, je suis parti sur 3 ans à Orléans jouer en U17 national, U19 national et national 3. Donc, et après ça, j'ai réussi à partir aux États-Unis en temps de Covid. Donc c'était un peu la galère, mais on s'y est fait, on y est parti. Pour toi qui es originaire de Saint-Etienne ou juste à côté, alors même si tu étais très jeune, ça représentait quoi d'intégrer la Saint-Etienne ? Est-ce que tu te rappelles du moment où on te l'a proposé ? Ah, je me rappelle très bien. Alors, j'avais fait un tournoi à Lorme quand j'avais 7 ans et je jouais au JSC Lieu à cette époque. Et j'avais dit à mon père, papa, je veux trop aller à Saint-Etienne, ça a l'air trop cool. Et donc on fait un tournoi et on joue contre Saint-Etienne et on gagne 3-0. Et je marque 2 buts, il me semble, à ce match. Et je me rappelle, après le match, il y a le coach de Saint-Etienne, il me semble que c'était Georges Pérez à l'époque, chez les petits, et qui était venu me voir et m'a dit, ouais, ça t'intéresserait de faire un essai chez nous. Et moi, j'étais trop content. Donc voilà, j'avais fait l'essai là-bas, ça s'était bien passé. Du coup, je suis resté 7 ans là-bas, de 8 à 15, et c'était génial. Tu étais déjà supporter ? Ah ouais. Mon père suivait les Verts, donc papa, grand-père, tout le monde suivait les Verts, donc à la maison, c'était une évidence pour moi. C'est eux qui t'ont transmis le foot, puisque je l'ai dit tout à l'heure, toi tu es de 2001. C'est ça. Donc t'es pas vraiment la génération 98, c'est encore un petit peu après. Donc qu'est-ce qui t'a éveillé au foot ? Ah, c'est mon père. Depuis que je suis petit, j'allais le voir jouer quand il jouait à JSC Lieu. Il m'a vraiment transmis cette passion et ça a été direct pour moi. Franchement, j'ai pas eu d'hésitation entre plusieurs sports, c'était le football. Et tu allais à Geoffroy Guichard ou toi c'était plus le plaisir de jouer ? Ouais, moi je faisais les deux. J'allais voir les matchs. En plus, quand t'étais à Saint-Etienne, quand t'étais jeune, t'avais la chance d'avoir des places gratuites pour aller au match. C'était toujours des moments super d'aller là-bas et après aller t'entraîner avec le rêve de jouer sur le grand terrain. Donc ouais, ça a toujours été bien de faire les deux. Il y a des joueurs qui t'ont marqué, qui t'ont fait rêver peut-être ? Je me rappelle quand j'étais petit, il y avait Araujo Ilan, que j'avais vraiment aimé. Je me rappelle, il avait mis un but sur une retournée, c'était incroyable. Et ce joueur m'avait marqué. Après, un peu plus tard, on a eu Aubameyang qui a été un peu notre star, celui qui a évolué maintenant peut-être au plus haut niveau, qui est passé chez nous. On a eu Blaise Matuidi aussi. Vraiment des joueurs que j'ai apprécié à regarder. Pour revenir à toi, est-ce que tu as évolué avec des joueurs que le grand public connaît un petit peu aujourd'hui, qui ont peut-être percé jusqu'à l'équipe première ? Alors maintenant, il y a Stéphane Bagic. Stéphane Bagic qui est gardien de l'équipe première de ma génération. Qui est arrivé tout jeune aussi, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'il a commencé là-bas même. Il me semble qu'il a commencé là-bas et ouais, c'était un très bon ami à moi, Stéphane. Très bon joueur, franchement, super gars. Il y a Aymen Mouefek aussi, qui arrive à faire, qui a fait quelques entrées l'année dernière. Et ouais, il me semble que c'est tout. Saliba, il est arrivé 1 an après moi. Je l'avais vu faire des essais, déjà impressionnant comme joueur. À 16 ans, à 15 ans, pardon, il était impressionnant. Tu gardes quel souvenir, toi, de toute cette période ?
Franchement, c'était vraiment bien, hein. J'ai beaucoup progressé, j'ai beaucoup appris en termes de tout ce qui est rigueur, le travail que ça implique de vouloir jouer dans un grand club, la ferveur de défendre son maillot. C'est vraiment, pour moi, c'était un honneur d'avoir porté ce maillot vert. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et à chaque match, je me donnais à fond pour représenter le mieux le club, parce que c'était ce qui me correspondait. Souvent, les pros qui sont formés à Lyon ou à Saint-Etienne disent que même en jeune, la notion de derby, elle est très forte. Tu l'as vécu, toi? Ah oui, je l'ai vécu, mais c'était marrant parce que en dehors des terrains, on s'entendait très bien avec les joueurs lyonnais. On se retrouvait souvent sur les petits tournois, tout ça, dans les matchs. Mais dès qu'on passait en mode confrontation directe, quand on jouait les uns contre les autres, t'as ce truc cette ferveur de derby, cette saveur de derby qui est indescriptible. C'est quelque chose, t'oublies jamais tes matchs de derby. J'ai jamais oublié aucun derby que j'ai joué. Et que tu les gagnes ou que tu les perds, tu t'en souviendras toute ta vie. À 15 ans, tu n'as pas été conservé. Et j'ai lu sur le site de ton club actuel que le joueur auquel tu t'identifiais était Antoine Griezmann, pour des considérations de jeu, mais aussi physique. Est-ce que ça a été un élément qui a fait que tu n'as pas pu continuer ton cursus? Je pense que ça y a un peu joué. Il y a eu les recrues qui venaient d'un peu toute la France en 15 pour arriver sur les moins de 17. Et physiquement, qui étaient plus puissants que moi. J'ai mis un peu de temps à grandir, donc j'étais un peu en retard physiquement. C'est vrai que je te coupe, je ne l'ai pas dit au départ, mais tu es un joueur offensif. Ouais, je joue milieu offensif, ailier gauche. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui devrait compter. Mais après, c'est selon les besoins du club, c'est selon les besoins de chacun. Et ils pensaient qu'ils avaient plus besoin de moi. Ça m'a ouvert d'autres portes ailleurs. J'avais Gilles Rodriguez à ce même micro il y a quelques semaines, quelques mois, qui expliquait que c'était dur pour eux aussi d'annoncer à des joueurs qui n'avaient pas resté, qu'ils essayaient de faire les choses progressivement pour pas, entre guillemets, que les jeunes se prennent une porte, pour parler crûment. Bien sûr. Comment toi tu as vécu ce moment-là? C'était très dur. Comme je vous ai dit, j'ai joué 7 ans de ma vie là-bas. Quand je me suis fait sortir, j'avais 15 ans, c'était la moitié de ma vie. J'avais passé mon collège, mon lycée avec ces joueurs qui étaient autour de moi, et que d'un coup tout s'arrête. C'est un gros coup dur, gros coup de massue derrière la tête. Vraiment pas facile de se dire que son club de cœur ne compte plus sur nous. C'est dur. Après, il faut savoir réagir. C'est soit tu le prends de la façon obscure où tu sombres et tu te dis non, je vais arrêter le foot, j'en veux plus, ça me dégoûte. Soit tu te dis écoute, si c'est plus pour toi ici, va trouver ailleurs, va te trouver un nouveau challenge, et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de réagir. Et comment tu as fait concrètement? Parce qu'à 15 ans, c'est pas forcément évident. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé? Est-ce que tu as pris tout simplement ton téléphone et tu as passé des coups de fil pour avoir des essais? Comment ça s'est passé? C'est que j'ai dû faire 1 an de transition à l'Olympique de Saint-Etienne. Donc c'était vraiment à côté de la maison, c'est à 10 minutes d'ici. Pour moi, c'était la solution la plus simple. J'ai passé ma seconde au lycée Tesna du Moncel, là où j'ai été pendant mon collège aussi, et là où j'ai été à Saint-Etienne. Et ouais, après, avec en plus un niveau sportif intéressant. Qui était quand même U17 correct. nationaux? Non, les 17 nationaux, c'était avant. Moi, je suis arrivé là-bas, c'était U17 régional 2, je dirais. Le club était un peu redescendu, mais c'était pas un problème parce que je jouais avec les 1 an de plus que moi, comme j'étais moins de 16 théoriquement, et que je jouais avec les moins de 17. J'ai pu prendre un peu d'expérience là-bas. Et après, à la fin de cette année, on a envoyé des emails à peu près tous les clubs qu'on a pu. Et Orléans a répondu positivement, donc ça m'a permis de prendre un nouveau départ. J'avance dans le temps puisque tu nous as un peu détaillé la suite de ton parcours jusqu'à donc partir aux États-Unis en pleine crise sanitaire. Aujourd'hui, tu joues au Tormenta FC, je ne sais même pas comment on le prononce, Tormenta. Tormenta, ouais, Tormenta. C'est ça. Tu vas nous parler de ce club et de l'état dans lequel il se trouve. Mais d'abord, comment est-ce que tu t'es retrouvé aux États-Unis? Est-ce que c'était une envie ou une opportunité qui s'est présentée? Alors, c'est plus une opportunité qui s'est présentée. Moi, j'ai toujours un peu fantasmé sur la vie américaine, le rêve américain. D'accord. C'est toujours été quelque chose qui m'a plu. Je voulais partir justement quand mon projet avec l'AS Saint-Etienne s'est terminé. Mais c'était un peu trop tôt, je pense. C'était un peu trop tôt. Mes parents, on en avait discuté et finalement, c'était pas la bonne solution. Et à la fin de ma dernière année à Orléans, j'ai mon coach de gardien qui m'avait présenté Clément Simonin, qui travaille pour FFF USA et qui m'a
Qu'est-ce que qui m'a c'est? présenté. Alors, FFUSA, c'est une agence qui est chargée de envoyer des joueurs français dans les universités américaines. Et donc, j'ai été initié à ce projet. Et du coup, ça m'a vachement plu et on a fait tout le processus. Et un peu au dernier moment, on a eu une offre de l'université de Charleston. Et c'est là où je suis actuellement à l'université. D'accord, donc là aujourd'hui tu as un cursus foot et études? C'est comme sport-études en fait. C'est comme si, par exemple, je vous parlais du collège et du lycée des Indes-du-Moncel. C'est le même système. On a un emploi du temps aménagé où on joue pour notre fac. Par contre, on joue pas pour un club, on joue pour notre fac. Parce que le système là-bas de sport universitaire est beaucoup plus développé qu'en France. Donc, ouais, c'est comme ça que ça se passe. On joue pour notre fac et en même temps, on fait les études. C'est super. Quand tu es parti là-bas, du coup, tu avais quel bagage? Tu avais ton bac? Tu avais... J'avais un bac scientifique que j'ai eu avec la mention bien à Orléans. Et après, ouais, je voulais faire une année de STAPS, mais c'était un peu compliqué parce que je m'entraînais avec la Nationale 3 à Orléans aussi et c'était compliqué de faire coïncider les entraînements et les cours. Et justement, il est là l'avantage du système américain, c'est que on peut quand même jouer sur un très haut niveau, mais continuer les études en même temps. Donc, c'est un gros avantage qui me plaît dans ce système d'éducation et du sport aux États-Unis. Et donc, tu es dans quelle branche, discipline aujourd'hui? Je commence une licence de sport business. C'est pour tout ce qui est, c'est une fac d'économie qui est orientée vers le sport. Donc j'ai déjà fait 1 an et demi et là il me reste 2 ans et demi puisque là-bas la licence est sur 4 ans. C'est plus étalé. Ce qui veut dire que c'est en anticipation de plus tard ou comment tu le vois par rapport à une éventuelle carrière? J'aimerais bien rester, comme je dis, dans le monde du sport, plus particulièrement du football, et j'aimerais bien travailler pour un grand club. Et l'avantage d'être parti aux États-Unis, c'est bien sûr de parler l'anglais couramment. Je pense que c'est quelque chose qu'un club, peu importe de Ligue 1 ou que ça soit à l'étranger en Espagne, peu importe où c'est en Europe, ça peut aider quelqu'un qui s'y connaît dans le monde. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais si on veut gérer une affaire de sponsoring avec une grosse marque, c'est peut-être plus simple d'aller parler avec le patron qui est, j'en sais rien, allemand ou anglais ou américain, peu importe, de lui parler en anglais, que d'envoyer quelqu'un qui est français et que eux doivent s'adapter. Je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle en anglais et qui a les connaissances aussi économiques, du business, de tout ce qui est contrat, tout ça. L'anglais et la vie sur place, on y viendra un tout petit peu plus tard, mais je voulais rester sur l'aspect foot. Alors c'est assez compliqué à expliquer le système des championnats américains, parce qu'en plus c'est des ligues fermées, c'est un peu compliqué. Pour faire court. De ce que j'ai pu lire, si j'ai bien compris, l'équipe première de Tormenta évolue dans ce qu'on peut considérer comme la 3e division, et toi tu joues avec ce qui est présenté comme l'équipe réserve. Exactement. En fait, c'est un peu compliqué à expliquer, c'est que sur l'année scolaire, je vais jouer avec mon université, qui était l'université de Charleston pour ces derniers 1 an et demi. Et l'été, tous les joueurs ont le choix, s'ils veulent, de jouer à ce qu'on appelle une Summer League. Et la Summer League, c'est une ligue qui se passe que l'été. Donc on joue de fin mai à fin juillet, si on arrive dans les derniers moments, qui est quart de finale, demi-finale, finale. Et donc Tormenta, j'ai rejoint le club l'été dernier, où j'ai joué donc la Summer League, qui est USL 2, qui joue un niveau en dessous de l'équipe première. Mais c'est du football d'adulte. C'est du football d'adulte, ouais. Tu joues contre des adultes, ça va de 19 ans jusqu'au... J'ai joué contre des joueurs qui avaient 30-35 ans, c'est très varié. D'accord. Et par rapport à ce que tu as connu alors ici dans les équipes de jeunes ou de ce que tu peux voir peut-être à la télé, comment tu juges le niveau américain chez les jeunes en université et chez les adultes? Alors chez les jeunes, c'est différent parce que il y a beaucoup d'internationaux qui viennent. Moi, dans mon équipe, il n'y avait pas un Américain. D'accord. Parce que le football, nous, on était l'équipe première de la division 2 dans les universités. Et beaucoup de joueurs internationaux viennent pour faire leurs études ou expérimenter la vie américaine.
Et donc en fait, je me retrouve à jouer avec des joueurs qui ont joué à l'Apoel Nicosie, en Espagne, à Malaga. C'est vraiment des bons joueurs. Donc le niveau en université, je dirais qu'il est un peu plus bas parce que ça se différencie quand même d'un championnat français, où on voit que championnat français, vraiment, ça joue vraiment bien. Mais c'est ce mix en fait de un peu tous les championnats qui se rencontrent et qui fait que ça joue bien au ballon en fait. Ça joue bien au ballon, ça a des bons principes de jeu et ça a rien à envier à du football européen. Pour parler concret, par rapport à ce que tu as vu toi en N3. Ouais. Alors sur de la N3, je dirais que c'est le niveau USL2, USL2, USL1 aussi. Les deux, je pense que c'est équivalent à de la N3. Et en fait, il y a un gros gap entre l'USL 1 et l'USL Championship, qui est la deuxième ligue. Et après, il y en a encore un énorme avec la MLS. D'accord. Ouais, c'est cette différence de niveau qui est difficile à transposer sur le niveau français, en fait. Parce que la MLS, j'ai regardé des matchs, ça joue bien. C'est-à-dire, c'est du bon football. Je pense pas que c'est aussi bon qu'une Ligue 1, qu'une Première Ligue ou qu'une La Liga, mais on voit il y a des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic qui passent là-bas, David Beckham, David Villa, c'est quand même des gros noms qui sont passés là-bas et ouais, ça montre que c'est en train de se développer aussi. Et au niveau public, alors que ce soit pour les matchs que toi tu joues en universitaire ou justement en MLS, quel rapport a le grand public au foot? Parce que c'est vrai que là-bas, il y a quand même des sports super populaires, le foot américain évidemment, le hockey, le basket, je dois même en oublier, le baseball. Baseball, golf aussi. Le golf qui est pas mal. évidemment. Est-ce que les gens s'intéressent concrètement ce qu'ils appellent le soccer? C'est ça, c'est en train de se développer honnêtement. Moi, je fais un peu de coaching aux alentours et de mon université et on voit très bien que l'intérêt pour le soccer est en train de se développer là-bas. On a de plus en plus d'enfants qui viennent demander de s'entraîner. Même quand on va voir les matchs, on voit de plus en plus de monde. Il y a 10 ans de ça, déjà les stades des MLS n'étaient pas remplis. Là, ça commence à vraiment se remplir, ça commence à prendre une ampleur qui est importante. Et te concernant, tu as été assez performant sur cette ligue d'été, puisque tu as été nommé dans l'équipe type de la conférence Sud. C'est ça. Quel bilan tu fais de tes débuts là-bas? Comme je l'ai dit, j'ai été dans un top programme à l'université. Donc, très bien passé. Ça s'est très bien passé. On a gagné tous nos matchs sur le premier semestre. Donc, on avait un record de 10 victoires, 0 défaites. Et malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu avoir de championnats nationaux. Et là, après, donc à Tormenta pour la Summer League, ce qui s'est passé l'été, ça s'est très bien passé aussi. Comme vous l'avez dit, je termine dans l'équipe type de la Conférence du Sud. Super, franchement, c'était une toute autre expérience que l'université, parce que c'est plus du football où il n'y a pas toutes les règles qu'il y a en université. Par exemple, en université, il y a changement illimité. Là, c'est que 3 changements. Donc, c'est plus une transition vers le monde pro. Et franchement, ça s'est très bien passé. Moi, j'ai passé du bon temps. J'ai rencontré des très bonnes personnes là-bas. Mes coachs m'ont totalement fait confiance, même si j'étais l'un des plus jeunes de l'équipe là-bas. Et ils ont misé sur moi et ça s'est bien passé. Et après, après la Summer League, où on perd en finale de conférence, je retourne à Charleston étudier. Et là, donc, le semestre est terminé et on perd en finale nationale. Donc, un peu frustrant. Mais pareil, j'ai été élu dans l'équipe première de tous les États-Unis. Donc, dans les 11 meilleurs joueurs de la Division 2. Et c'est une distinction qui fait plaisir d'avoir son travail qui est remarqué et qui est bien évalué. Est-ce que c'est quelque chose qui t'ouvre ou va t'ouvrir des portes, tu penses? Je vais te l'annoncer, mais je l'ai pas fait encore public sur les réseaux sociaux. Je m'engage avec une autre université. Grâce à ça, je m'engage à l'Université de Californie Santa Barbara. Donc, je transfère là, dans les prochains jours. Ça devrait être rendu public. Ouais, ça ouvre forcément des portes. On a des universités qui nous contactent, on a des clubs qui nous contactent pour faire justement ces Summer League. On a des agents qui contactent. C'est beaucoup d'ouverture, beaucoup d'opportunités de bien jouer en université.
Je voulais finir justement par une dernière partie plus sur ta vie au quotidien là-bas. Ça va être un déménagement complet parce que tu vas traverser tout le pays, il me semble. Exactement. Je passe de côte est à côte ouest. J'ai laissé des affaires là-bas déjà, donc je vais repasser par mon ancienne université et sûrement envoyer toutes mes affaires là-bas. Je vais prendre le reste avec moi, mais ouais, ça va être un beau déménagement. Ton club était basé en Géorgie, c'était le cas aussi de l'université? Non, l'université était en Virginie occidentale. Vous avez la Géorgie, après il y a la Caroline du Sud, Caroline du Nord et la Virginie occidentale. D'accord. C'était comment ton quotidien là-bas? Alors à l'université, c'est 2 heures, 2 heures de cours par jour, donc très light. Franchement, c'était vraiment la vie de rêve. 2 heures de cours par jour, après entraînement et après un peu de coaching pour faire un petit peu d'argent de côté, pour pouvoir payer tout ce qui est frais sur place. Et match tous les 3 jours sur la période qui était non Covid. Donc, enfin non Covid. Période où ils ont arrêté d'avoir toutes ces précautions et tous ces problèmes de confinement, des équipes, tout ça. Donc c'était match tous les 3 jours. Et donc, comme j'ai dit, 2 heures de cours par jour, un peu de coaching et les cours. J'avais prévu de te poser la question plus tard, mais je vais l'amener maintenant. Tu parlais du Covid et du comportement des gens. Par rapport à ce que tu vois maintenant ou ce que tu avais vu avant de partir en France, est-ce que les Américains vivent ça de la même façon que nous ou c'est différent? C'est un peu différent parce que déjà c'est tellement grand les États-Unis que les gens dans les États réagissent pas de la même façon. Les lois là-bas sont plus régies par les États que par le pays. Donc il y a des États qui sont plus ou moins stricts. Il y a les gens aux États-Unis sont très conspirationnistes. Ils sont Tu l'as ressenti ça? Ouais. On ressent vraiment, il y en a beaucoup qui pensent que le Covid ça n'existe pas, que un peu tout ça. Donc ouais, c'est des mentalités différentes, mais comme c'est beaucoup plus grand, c'est puissance 10, voire même puissance 100. Donc ouais, c'est marrant de voir un peu comment les gens réagissent là-bas comparé à ici. Ouais, c'est intéressant à observer. Et de façon générale, toi, tu t'es adapté facilement à la vie là-bas? Le plus dur, en fait, c'est la langue. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir de très bonnes bases d'anglais. En un mois, j'ai pu m'adapter à tout ce qui est langue, le système, comment l'école marchait, tout ça. Donc ouais, j'ai eu de la chance d'avoir un bon... Je pense que c'est le niveau d'anglais qui fait un peu la différence. Plus on a un bon niveau d'anglais, moins l'adaptation sera longue. Et j'ai eu de la chance d'avoir un bon niveau d'anglais. Donc ça va, en un mois, en un petit mois, j'ai pu me calibrer sur tout ça. Maîtriser l'anglais, justement, c'est une compétence que les éducateurs de centres de formation mettent souvent en avant auprès de leurs jeunes en leur disant que voilà, si ça marche pas ici, il faudra peut-être rebondir, aller à l'étranger, savoir communiquer. C'est vraiment un conseil que tu donnes, toi? Ah, c'est sûr, c'est primordial même quand on veut s'ouvrir le plus de possibilités, le plus de portes, justement qu'on disait, que ça soit en France ou je pense aux joueurs qui sont sud-américains dans mon équipe. La connaissance et la maîtrise de l'anglais, c'est indispensable si on veut s'ouvrir le plus grand champ des possibles. Un coach, il aime bien parler avec l'agent, mais il aime aussi bien parler avec le joueur. Et si il y a cette barrière de la langue qui rend impossible l'échange, plus compliqué de faire confiance à un joueur, d'avoir le feeling avec un joueur, je pense que c'est une très bonne aptitude à avoir. Tu as pu visiter un petit peu le pays où justement en ces temps de Covid c'est compliqué? C'était un peu compliqué avec le Covid. On voyage surtout beaucoup avec l'université et le foot, donc pas trop le temps de voir du paysage. Mais ouais, on a des moments où on essaie de voir le plus qu'on peut. On est parti cette année, je crois que j'ai fait 6 ou 7 différents états grâce au foot, et on est parti un peu visiter dans chaque coin. Donc, ouais, c'est des bonnes expériences. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as apprécié? Alors là, je suis parti dans le Colorado justement faire les championnats nationaux, la demi-finale et la finale. Et il y a un jardin qui s'appelle le Jardin des Dieux. Et c'est un peu comme le Grand Canyon, c'est ces gros rochers orangés. Et, franchement, on se rend compte à quel point on est tout petit parce que c'est tellement gigantesque et c'est vraiment sympa, c'est vraiment un beau spectacle. Est-ce que dans ces semaines très chargées, tu arrives à suivre un petit peu les matchs des Verts ou tu as complètement coupé? Alors, les 6 heures de décalage rendent le suivi des matchs un peu compliqué, mais j'ai toujours les alertes sur mon téléphone pour voir ce que ça donne. Malheureusement, en ce moment, c'est pas la joie. Ça me peine un peu de voir tout ça, mais on croit en eux pour qu'ils rebondissent et pour qu'ils continuent de nous faire vibrer.
Par rapport au fait que toi, ton rêve se soit brisé de continuer à jouer dans ce club, est-ce qu'il y a une petite cassure ou aujourd'hui tu es toujours supporter des Verts? Non, ça a jamais changé mon amour pour les Verts. Ça le changera jamais. C'est quelque chose qui est en moi, les Verts. Ça y était avant que je sois à l'AS Saint-Etienne. Et ça le sera pour toute ma vie. Et mes enfants seront supporters des Verts, j'espère. Et voilà. Pour des jeunes joueurs qui franchiraient pas l'étape de la formation, comme ça a été ton cas, et qui veulent pas lâcher leurs rêves, est-ce que tenter leur chance aux États-Unis, c'est quelque chose que tu leur conseilles? Et si oui, est-ce que tu as peut-être des conseils ou des structures vers lesquelles ils peuvent se rapprocher? Comme je l'ai évoqué plus tôt, l'agence FFFESA s'occupe bien de ça. Ils ont vraiment une très bonne plateforme où ils aident les joueurs dans tout le processus, que ce soit pour le visa, pour les examens à passer avant, pour avoir la certification d'anglais. Et franchement, ça ouvre des opportunités qui sont vraiment, vraiment géniales. Moi, j'ai des amis qui sont partout dans le monde maintenant. J'ai des amis qui sont en Australie, j'en ai qui sont en Chine, j'en ai qui sont vraiment de partout. Et c'est vraiment quelque chose qui, rien que pour l'expérience, je dirais culturelle, c'est exceptionnel. Et même pour l'expérience footballistique, si ils arrivent à trouver une bonne université et des bons clubs, il y a pas de souci. Tout se passe très bien et c'est une très bonne opportunité de grandir et de vivre un peu ce American Dream. C'est quelque chose qui est vraiment cool. On se parle début janvier, donc en pleine période des vœux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Un bon début d'université à Santa Barbara, dans cette nouvelle aventure qui se passe pour moi. Je suis très pressé d'aller voir ce que ça donne là-bas parce que c'est vraiment un paysage qui est totalement différent. Le campus est sur le bord de l'océan. Il va y avoir 5000 personnes de moyenne à chaque match. Donc, c'est aussi une université de 17 000 étudiants. Donc, je peux venir d'une plus petite université de 2000 étudiants et ça va être un grand bond en avant. Donc, on espère que tout ça va bien se passer. Et avoir mon diplôme, tout ce qui est important. Là, tu démarres donc pour 1 an. Comment tu vois ton avenir? Est-ce que tu souhaites rester aux États-Unis? Est-ce que tu as d'autres projets? Je perds pas de vue l'objectif de devenir footballeur professionnel. Moi, pour moi, c'est qu'une opportunité de devenir pro là-bas. Après que ça dépendra des opportunités entre guillemets. Ça peut très bien être une opportunité de contrat aux États-Unis ou ça peut très bien être en Europe, en France, en Espagne. Peu importe où c'est, je ne suis pas fermé je suis vraiment pas fermé à rester là-bas ou à revenir en France totalement. Ça dépendra des opportunités qui se présentent et il faudra étudier tous les cas et après on essaiera de prendre la meilleure décision. Est-ce que jouer à Saint-Etienne ou au moins Geoffroy Guichard, ça reste encore un rêve ou dans un coin de ta tête? Ça c'est sûr. Je me rappelle quand j'étais petit, on faisait les levées de rideau. Donc on jouait avant les pros des fois et on est là, on regarde autour de nous et on voit les supporters dans le stade qui se remplit et c'est quelque chose de magique. Donc bien sûr, j'espère que ça se passera dans mon futur. Bon, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Si on veut suivre justement tes aventures, c'est quoi le plus simple? C'est Instagram? Instagram sera le plus simple, ouais. @Alexis-LDX10. Ça sera là où on aura le plus de nouvelles de moi. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de partager cette expérience. C'était, je pense, intéressant pour tout le monde. Ouais, c'était cool. Puis on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. Merci à Alexis pour sa disponibilité et merci à vous d'avoir écouté notre discussion. Si ça vous a plu, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à envoyer le lien de ce podcast à un maximum de vos amis. Et si vous voulez prolonger la conversation, rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Ciao!